Mais bon, on a aussi les phénomènes d'enfants, par exemple les enfants hyperactifs. J'ai eu moi-même dans ma classe un enfant qui était très violent de nature. Et il y a eu tout un travail fait avec ses parents, avec lui, là aussi pour se frotter au quotidien, pour petit à petit apaiser des gestes violents, enfin, etc., etc. Il y a tout un, puis il y a encore des recherches. Il y a aussi des écoles qui travaillent avec dans le sens de la communication non violente, par exemple, pour apprendre à gérer les phénomènes de violence. Enfin, c'est un chantier en fait ouvert. On essaye petit à petit de trouver des réponses à ces questions qui sont de plus en plus d'actualité. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à votre question. En partie. Parce que en fait, bon, la question c'est pas tellement la violence vis-à-vis de l'autorité en fait, Mhm. mais la violence même y compris au sein, enfin sur la cour de récréation par exemple, enfin la violence comme faisant partie intrinsèquement des rapports entre les êtres quoi. Comment est-ce que, enfin bon, il y a différentes philosophies par rapport à ça quoi, vis-à-vis de la nature humaine quoi. Mhm. Comment est-ce que comment est-ce que c'est envisagé, comment est-ce que enfin par rapport au rapport de force par exemple. Oui. C'est sûr que là, il y a de toute façon des enfants qui se battent dans la cour de récréation. J'entendais la nuit dernière là une petite émission sur la guerre des boutons et ça, ça me rappelait la cour de récréation. Les enfants se battent, les frères et sœurs se battent. En fait, il y a quelque chose de naturel aussi à se confronter comme ça. On peut se battre parce qu'on a besoin de se confronter, parce qu'on a besoin de se dire qu'on existe, parce qu'on a besoin de sentir l'autre, etc. Sans être forcément méchant. On peut être, il y a différentes manières. Mais on peut aussi se battre parce qu'on répercute une violence qu'on a emmagasinée à travers tout un tas de choses. À l'adulte aussi d'essayer de voir de quoi il s'agit. C'est sûr que moi j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois à à travers mon expérience avec les enfants de devoir faire un vrai travail aussi, même de parole avec les enfants pour que une fois que la bataille était finie, essayer d'analyser tout ça et surtout faire en sorte, sans être judéo-chrétien et moralisateur, que l'enfant qui avait vraiment, s'il avait vraiment fait mal à un autre, arrive à s'excuser, mais vraiment du fond du cœur. Parce que moi, je pense que ça, c'est une chose que j'ai toujours dite aux enfants, on a le droit de ne pas aimer quelqu'un, finalement. Heureusement qu'on a le droit de ne pas aimer, mais on n'a pas le droit de ne pas respecter. Donc, un apprentissage du respect, et puis oui, on a le droit de faire des erreurs, on apprend en faisant des erreurs, donc c'est pas grave si on a fait l'erreur, ou comme dit Goethe, c'est pas grave de tomber, ce qui est important c'est de se relever. Donc je pense que même par rapport à la violence, ce qu'il faut c'est pas traiter ça comme si l'enfant qui avait été violent était le dernier des derniers, mais bien voir que c'est une composante, comme vous dites, de la nature humaine, et puis essayer de faire en sorte que ça s'apaise et que la prochaine fois ça aille mieux, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Ben voilà, j'espère que. Mais bon, je suis pas arrivée au bout du sujet non plus en disant ça. Hein. Je sais qu'il y a aussi encore beaucoup de choses à travailler. Mais si vous avez des idées, donnez-les. Sur le moment, non, pas vraiment, mais bon, je reste à l'écoute en tout cas. D'accord. Merci Jérôme, Je au vous en revoir. prie, au revoir. Isabelle, concernant la manière dont les matières sont envisagées, et Camille peut intervenir si tu le souhaites pour Mhm. témoigner, Ouais. comment est-ce qu'une matière, par exemple en histoire, une période de l'histoire va être abordée? Quelle différence y aura-t-il entre la manière dont elle sera envisagée et celle qui est abordée dans le circuit classique? Alors, je vais prendre un exemple si Oui, vous voulez. bien sûr. Euh, Peut-être Camille en aura un autre. On va prendre l'histoire de Rome en sixième. Hein. Vous savez qu'en sixième, on apprend l'histoire de Rome en grande partie. On va jusqu'à la chute de l'Empire de Rome. Euh, alors, il y a plein de façons de faire ça. Nous, ce qu'on privilégie, c'est de toute façon, d'une manière générale, l'enseignement est dispensé euh, en général par période. C'est-à-dire que on va pendant 2 heures chaque matin enseigner la même matière pendant 3 semaines. Et ça veut dire qu'on va l'approfondir beaucoup
et on va lui permettre en fait de s'élaborer jour après jour dans la classe, dans chaque enfant, avec le professeur, etc. Et alors en particulier, par exemple pour l'histoire, puisque vous me posez la question, on va travailler l'histoire de plein de points de vue différents. Alors je vous donne un exemple, ce que j'ai fait moi en sixième. La dernière fois que je l'ai fait, c'était de prendre, de travailler à partir de passer de la mythologie en fait à l'histoire, parce que les enfants à 12 ans, en sixième, on a à peu près 12 ans, 11 ans, 12 ans, on passe un peu de ça, on est un peu comme ça aussi, on est encore un peu dans le rêve enfantin, puis on est déjà, oui, dans le linéaire historique de sa propre biographie en fait. Alors passer de l'Énéide par exemple, de l'histoire de Didon et Énée, de tout ça à Rémus et Romulus, pardon, de l'histoire de la Louve, la fondation de Rome, passer sur les 7 rois de Rome par exemple, dont on parle pratiquement pas en général, alors qu'en fait c'est intéressant de voir avant l'Empire romain et avant la République, il y a eu des rois. Qui ils étaient, comment ils étaient, et puis faire rentrer petit à petit les enfants comme ça, passer de la mythologie à l'histoire, et quand on passe à l'histoire, leur faire en fait à la fois apprendre des choses très concrètes, approfondir, par exemple, la biographie. Si on prend un peu beaucoup plus tard, on peut prendre Jules César et on peut aller loin dans l'approfondissement de sa biographie, qu'est-ce qu'il a fait, comment il était, mais aussi à travers des activités artistiques, à travers des textes que font les enfants, à travers des jeux scéniques qu'on peut faire éventuellement. J'avais par exemple avec ma classe à ce moment-là travaillé un jeu sur la question on avait travaillé le Sénat en fait, et le Conseil des sages, et la République, et les valeurs justement de la citoyenneté, etc. Donc on peut travailler des choses comme ça, mais toujours en restant dans le concret de l'histoire à ce moment-là, c'est-à-dire sans faire comme si on était à l'époque moderne, mais vraiment comment les Romains pouvaient voir c'était quoi un citoyen romain, les esclaves c'était quoi, etc. Donc travailler à partir aussi de beaucoup raconter aux enfants, et après beaucoup les faire exercer mais eux-mêmes dans des jeux drôles qu'ils font ensemble, ou bien dans des textes qu'ils élaborent ensemble, dans des dessins. On a travaillé par exemple, on a beaucoup dessiné les voies romaines, dessiner une voie romaine comme ça à perte de vue à plusieurs par exemple, ça illustre vraiment ce proverbe tous les chemins mènent à Rome, parce qu'à l'époque c'était vraiment ça, tous les chemins menaient à Rome, l'empire entier était fait de voies romaines qui menaient à Rome. Donc on comprend quelque chose de la centralisation, on comprend quelque chose après de ce qui a pu être vécu en France sous Napoléon, on comprend quelque chose on peut faire même de l'éducation civique sur la vie citoyenne française à travers des choses comme ça. Nous avons Jean-Luc à l'antenne. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir, et bonsoir aux invités. Comme l'intervenant précédent, vraiment je déplore pour ma part de ne pas avoir eu droit à un enseignement et une pédagogie Steiner. J'ai vraiment le sentiment que c'est la pédagogie du bon sens, pas du bon sens au sens bon sens commun, parce que bon sens commun, il y a une connotation péjorative, mais le bon sens qui, sans être élaboré dans une théorie, coule de soi. Les choses deviennent évidentes, quoi. On a le sentiment qu'elles ne sont pas imposées dans un rapport de force, mais que c'est bien évidemment un rapport d'échange. Et que, voilà, les choses vont de soi, et que... Exemple très simple. Nous, ce qui a longtemps été une 12e, chez vous est une première. Ça tombe sous le sens, quoi. Effectivement, un enfant qui rentre dans le monde de l'enseignement et de l'éducation rentre pour la première fois dans une première classe, la première classe, alors qu'à l'inverse, le système traditionnel le place dans une 12e, par exemple, puis une 11e, et donc, en même temps, c'est marrant parce que l'échelonnement tel qu'il existe dans l'enseignement traditionnel, on a quasiment l'impression qu'il envoie vers un mur qui serait le mur du point zéro. Ouais, alors que vous, c'est l'inverse, ça part du premier, et partant du premier, on voit pas, il n'y a pas de fin, quoi. On peut continuer à monter l'échelle autant de temps qu'on veut. Au niveau de la symbolique, là, je dis, hein. si vous m'avez bien compris. Non, mais ça, je trouve que vraiment, ouais, ça, c'est le bon sens, ça coule de soi, je trouve ça extrêmement séduisant, quoi. Et je regrette vraiment que, pour ma part, j'ai effectivement pas eu à le connaître, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de points géographiques où est dispensé ce type d'enseignement.
que j'ai un gosse et je suis très ennuyeux, très ennuyé. Et d'ailleurs, en plus, je vais faire là-dessus, j'ai dit ennuyeux. Ouais, je suis très ennuyeux parce que comme les autres, eh bien finalement, je l'ai fait passer dans le cursus traditionnel, puis du côté du privé, et finalement, je suis pas du tout satisfait. Je suis extrêmement frustré. Lui est également frustré de l'enseignement qu'il reçoit. Je crois que voilà, les symptômes de la société, ils sont inscrits dans l'enseignement et dans l'éducation, et tant que globalement on n'aura pas pris conscience de ça. Oh là là, j'arrête pas les lapsus de ça. J'ai dit conscience de soi, conscience de ça. Je vous félicite, vraiment, c'est formidable. J'ai pas grand-chose à ajouter, quoi. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. En tout cas, ce que vous dites est très intéressant. Vous avez dit tout. Est-ce que je peux juste vous demander quel âge a votre enfant? Il a 11 ans maintenant. Et vous habitez où? J'habite Paris, dans le 20e arrondissement. Ah oui, voilà. Mais ceci dit, vous savez, moi je connais aussi plein de gens qui ont pas leurs enfants dans des écoles Steiner et qui pratiquent à la maison cette pédagogie que vous appelez du bon sens. Et en fait, faut aussi se dire que quand on est en tant que parent, quand on a envie de choses comme ça pour ses enfants, on est aussi capable de faire plein de choses et il faut surtout pas avoir mauvaise conscience. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi, en tant que parent, faire plein de choses. C'est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer le caractère destructeur de certaines formes d'enseignement. C'est vrai, vous avez raison, mais peut-être qu'on peut faire... Enfin, à la maison, je crois qu'on peut travailler aussi beaucoup... Sur la valorisation. Oui, sûr, par exemple, ouais. et puis faire par exemple aussi des activités artistiques, Tout à fait. Oui, des choses comme ça, par exemple du théâtre, je sais pas, si c'est un enfant qui a besoin de la valorisation personnelle, bien sûr. Des choses comme ça, ou bien passer par le dessin, ou par la sculpture, ou par des choses qui font simplement que ça contrebalance aussi des choses dont on sent qu'elles sont négatives. Mais si je peux me permettre, si vous permettez que je vous dise quelque chose, je trouve que ce qui est très très important, de toute façon, c'est que l'enfant, quel que soit son âge, ait aussi le sentiment que malgré tout ça, tout ce qu'il fait, ça a quand même de la valeur et que en tant que parent, on n'est pas trop dans la critique en fait de ce qu'ils font à l'école et tout ça, parce que ça c'est assez difficile aussi à vivre pour des enfants quand leurs parents eux-mêmes sont finalement tellement frustrés de l'éducation qu'ils sont obligés de donner ou de laisser donner que quelque part les enfants arrivent même pas à se lier complètement à ce qu'ils font parce qu'ils ont toujours une sorte de distance, et donc le plus important c'est quand même qu'ils soient bien dans ce qu'ils font. Oui, mais c'est sûr que la gymnastique est difficile, quoi. Oui, mais ça, je comprends très bien. J'entendais tout à l'heure, et ça me semble quelque chose d'extrêmement déterminant, j'entendais Isabelle qui disait que, sans être à l'issue de sa formation, qui est apparemment une formation permanente, entre guillemets, elle avait plein de projets. Camille, oui. Voilà, Camille, pardon, excusez-moi. Et aujourd'hui, le nombre de jeunes qu'on entend qui n'ont absolument aucun projet, quoi. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est une catastrophe, c'est terrible. Donc, ça veut bien dire que l'enseignement traditionnel, il tape sur l'envie de vivre, quoi, le désir de vivre. Oui, et ça, c'est vrai. pire. Donc, si malgré tout, je reste un peu cantonné à ce pouvoir destructeur, malgré tout, qu'a l'enseignement traditionnel aujourd'hui. Parce qu'en même temps, comment pouvoir défendre correctement un enseignement singulier, puisqu'on est obligé finalement de dire de votre enseignement que ça deviendrait un enseignement singulier par rapport à l'enseignement traditionnel. Bah oui, effectivement, oui. Il y a des vraies différences, quoi. Il suffit de voir aussi les résultats, et les résultats, malgré tout, qu'on le veuille ou non, ils sont là, quoi. C'est vrai, mais c'est bon. Peut-être que c'est un peu aussi parce qu'ils voient tout ça que nos gouvernants ont entamé enfin, moi, je suis peut-être un naturel trop optimiste, mais ce grand débat sur l'éducation, c'est peut-être aussi l'occasion de dire des choses comme ça. En tout cas, nous, en tant qu'école Steiner, on participe. Il a lieu d'ailleurs demain soir, le grand débat chez nous. On veut y mettre notre pierre à l'édifice aussi pour justement pas être à part, mais être bien dans le système éducatif, des partenaires, et puis essayer de faire comme c'est comme le cas en Allemagne, en Hollande, en Scandinavie, que les gens puissent avoir un vrai choix, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des écoles Steiner près de chez eux, et s'ils ont envie de les choisir, ils peuvent les choisir. Sans ça, je pensais également à une chose pour conclure, enfin entre guillemets pour ma part. J'entendais qu'apparemment Steiner avait surtout entre guillemets théorisé sa méthode en 1919. C'est quand même malgré tout dans l'atmosphère du temps de l'époque, à l'issue d'une énorme boucherie, et on a le sentiment que c'est une pratique anti-violente qu'il a théorisée. Tout à fait, oui. Dans la confiance, dans la relation à l'individu, etc. Et
l'absolue indispensabilité du respect de l'autre. Ouais. Pour sans doute à venir permettre d'échapper à de nouvelles boucheries, quoi. Parce que le challenge, c'est aussi ça, s'il existe un challenge. Oui, oui, mais Bon. c'est exactement ça. Je vous Merci laisse. beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Luc, merci à toi. Notamment pour en venir... Allez-y Isabelle, une bonne fois, remettez-vous, profitez-en. Par rapport à la relation qu'on les a... Enfin, c'est pas tant la relation qu'ont les élèves entre eux, mais par rapport aux professeurs, dans quelle mesure vous leur donnez l'opportunité de réflexion quant à un sujet? Vous avez parlé de l'histoire, de la Rome. Pendant 3 semaines, ils vont être plongés dans l'univers qu'est la Rome antique. Vous faites des mises en scène, vous les faites participer. Dans quelle mesure sont-ils à même de pouvoir se poser des questions? C'est-à-dire que bon, je fais un parallèle avec l'éducation officielle. Enfin non, c'est pas officiel, c'est pas le terme. Classique plutôt. On aura tendance à donner l'information, quelle qu'elle soit, en histoire, en géo, qu'importe la matière. On dit voilà, c'est comme ça. Tiens, ingurgite, mange, pour avoir un côté péjoratif dans les termes. Et vous, dans quelle mesure vous donnez l'opportunité à l'enfant de réfléchir sur les sujets, sur les thèmes que vous abordez, les différentes matières? Alors, on le fait évidemment de manière extrêmement différente selon les âges des enfants, mais on commence dès le début. Quand dans la première classe, on raconte beaucoup de contes encore aux enfants, parce que les contes sont fondateurs. Ils sont absolument fondateurs de toute la société et puis même de toute biographie. Et on raconte des contes et le lendemain, quand on fait récapituler aux enfants les contes, mais pas simplement sous forme justement de répéter ce qui a été dit, mais aussi sous forme de réflexion, c'est-à-dire que on pose aussi des questions aux enfants ou on leur fait poser des questions, on leur laisse poser des questions. Ou alors, par exemple, je sais pas, il me vient une idée comme ça là, le roi grenouille, un conte de Grimm bien connu, où la petite grenouille en fait a récupéré la balle d'or d'une princesse au fond du puits et elle lui a rendu à condition que la princesse la laisse rentrer chez elle. Et puis la princesse, toute contente d'avoir reçu sa boule d'or, eh bien évidemment elle oublie ce qu'elle a promis à la petite grenouille et donc elle rentre chez elle et elle raconte pas tout ce qui s'est passé à son père et puis on frappe à la porte au milieu du repas et c'est justement évidemment la petite grenouille qui vient récupérer son dû. On peut arrêter l'histoire là et puis dire aux enfants, et vous, si vous étiez la princesse, qu'est-ce que vous feriez? Et quand on pose une question comme ça aux enfants, on les fait pas du tout sortir de la, entre guillemets, magie du conte, mais on les met, en fait, on leur permet de voir que dans tout ce qui leur est apporté, il y a toujours à un moment quelque chose qui fait que c'est à eux que ça s'adresse, et donc il y a quelque part en eux quelque chose, quelqu'un qui peut aussi se poser des questions sur les contenus qui sont apportés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours des débats qui s'en suivent. Parce qu'il y a des enfants qui, par exemple, là, il peut très bien y avoir un enfant qui dit « Ah ben moi non, alors de toute façon, les grenouilles c'est trop dégoûtant, moi je refermerai la porte et non mais... » Et l'autre dit « Mais c'est pas juste, t'as promis, t'as été obligé de le faire, etc. » Et là, il y a un débat social en fait qui commence. C'est génial. Et puis après, après on pose la question « Et à votre avis, elle a fait quoi ?» Et en fait, il trouve toujours la réponse. Elle a ouvert. Ah ouais. Mais elle voulait pas trop quand même. Mais c'est le roi qui l'a obligée. Parce que, en fait, le roi représente bien sûr la morale, la moralité. Et la princesse représente peut-être ce qui en nous a pas trop envie. Donc, et ça, les enfants le savent très bien. On n'a pas besoin de leur dire. Mais par contre, ils peuvent le dire entre eux. Et en 6e, avec Rome, si je vais très vite, 12 ans après, enfin 6 ans après plutôt, eh ben, on peut poser la question, justement, par exemple, l'assassinat de Jules César. Pourquoi il a été assassiné, à votre avis? Donc là, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Donc là aussi, on va s'interroger sur un personnage historique, on va s'interroger sur une réalité. Pourquoi? Et on va essayer d'expliquer l'histoire, pas seulement à partir des faits et de la connaissance, mais aussi de la compétence que les élèves peuvent avoir dans la compréhension des choses. Et ça va continuer comme ça. Et puis, si on arrive en 12e classe, si je saute encore 6 ans et qu'on en arrive à Faust, eh ben, on va se demander pourquoi Faust a abandonné Marguerite. Pourquoi il a voulu absolument
Qu'est-ce que c'est cet homme qui a tout ce qu'il lui faut au niveau de la tête, il sait tout, et pourtant ses désirs sont inassouvis, et il a besoin de redevenir jeune. Pourquoi? C'est quoi en nous ça, etc., etc. On va se poser plein de questions, mais aussi sur l'histoire, aussi sur la géographie, aussi sur la civilisation, aussi sur tout ce que vous voulez. Hein. Et là, on va travailler vraiment à partir de la connaissance. Et les élèves vont vraiment avoir des réflexions et ils vont faire de la philo de toute façon et ils vont là se poser des questions. On a l'année dernière en terminale travaillé, parce que j'ai aussi été professeur en terminale, travaillé sur Primo Levi et sur Si c'est un homme. Et ça, c'est par exemple une bonne occasion de réflexion. Mais il y a aussi des occasions de réflexion à travers l'enseignement scientifique, par exemple. Justement sur des choses comme on a évoqué tout à l'heure, sur les limites de la connaissance ou les non-limites de la connaissance, etc., etc. Et on peut faire des ponts entre la philosophie et la physique, et la philosophie et la chimie, la philosophie et la biologie, par exemple. Enfin, plein de choses comme ça. Et on pourrait dire d'une certaine manière, c'est la continuation du dialogue à propos du roi grenouille. D'ailleurs, dans Faust, il y a tout ça. Hein. Il y a tout. Tout c'est pourquoi, tout c'est... Il n'y a pas les réponses, mais il y a les pourquoi déjà dans Faust. Et c'est justement intéressant de couronner 12 ans de scolarité avec cet immense pourquoi qu'est Faust, en fait. Rien que le personnage, c'est un pourquoi. Tout à l'heure, tu as mentionné l'Inde. Oui. Alors oui. Et je souhaiterais te poser cette question. Dans quelle mesure vous abordez, à travers l'éducation Steiner, les différentes religions, ou peut-être philosophies, l'hindouisme, le bouddhisme. Tu as parlé de l'Inde, et je crois pas que l'Inde, si ce n'est d'un point de vue géographique, est abordée dans les thèmes, enfin les sujets classiques dans le circuit normal. En fait, c'est pas les religions qu'on aborde là quand on étudie l'Inde. C'est en 5e classe, donc c'est le CM2. Le CM2, voilà. Donc, au début du CM2, donc on étudie d'abord l'Inde avec des légendes de l'Inde. Bon, pour ceux qui connaissent la formation dans la mer de lait, etc. Toute la façon de vivre des hommes en Inde, mais pas culturellement, mais simplement mythologiquement parlant. D'accord. Et puis petit à petit au cours de l'année, pendant toute cette année, en fait, on traite donc les mythologies. Et donc après l'Inde, on étudie la mythologie, en fait le mythe fondateur de la civilisation de la Perse, c'est ça après l'Inde. Donc on a la Perse, donc ce qui est aujourd'hui l'Iran. Ensuite on a la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. C'est le cas de le dire. Voilà. Et puis on a après la Mésopotamie, on est en Grèce. Voilà. Donc non, l'Égypte, oui, c'est ça. Donc on étudie l'Égypte et j'ai oublié de dire oui, donc on étudie toutes les divinités, mais c'est pas de façon religieuse, mais c'est simplement les divinités et les hommes, donc leurs liens ensemble, la façon dont ils ont d'évoluer ensemble. Par exemple en Inde, tous ces dieux qui sont très étranges. Il y en a un qui a une tête d'éléphant, il y en a un qui a 4 bras, ou 6 bras même. Quand on va en Perse, c'est plus tout à fait pareil. C'est Gilgamesh Enkidu en Perse, c'est ça? Non, ça c'est Zoroastre, Zarathustra. C'est loin, c'est loin. Oh, peu importe. Donc enfin bon, on étudie comme ça les différentes façons de voir un dieu ou en tout cas une. D'accord, donc une notamment divinité. vous abordez le zoroastrisme. Oui, mais très légèrement parce qu'on a 10 ans. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. On n'en a jamais parlé dans Ouais. mon éducation classique. C'est quelque chose que j'ai découvert par la suite de mon propre chef. Mais on m'a jamais parlé de cet homme-là. Mais en fait, nous on l'étudie. Enfin, on l'étudie pas vraiment. En fait, on nous le donne. Et puis on le prend ou on le prend pas. D'accord. Et moi en fait, je peux faire ce bilan parce que l'année dernière, on a étudié. En étudiant Faust et Sophocle, qui étaient au programme de l'année dernière pour la littérature, on a été obligé de se repencher sur tout ce qu'on avait appris, par chance, à 11 ans.
Donc ça nous a fait revenir plein de souvenirs, etc. Mais bon, c'est des choses dont on n'est pas du tout conscient. Quand on est petit, on ne dit pas, bah oui, j'étudie le zoroastrisme, quelle chance. Mais t'as fini ? Oui. Pardon. Au mois de juin 2003, on a fait venir, au nom de la Fédération des écoles Steiner en France, on a réuni un comité pédagogique dans lequel il y avait Jean-Marie Pelt, Albert Jacquard, René Barbier des sciences de l'éducation et Tommy Ungerer, donc 4 personnalités vraiment de la vie, de la société civile très reconnues, et qui avaient pour mission d'évaluer, de faire une évaluation en fait de la pédagogie Steiner et de donner des préconisations aussi, et puis des pistes de recherche pour l'avenir, voire recherche universitaire d'ailleurs, dont une va certainement va commencer bientôt. Et une des choses qui a été remarquée parmi d'autres, c'était cette question le fameux enseignement du fait religieux, dont on parle beaucoup. Régis Debray a fait tout un ouvrage là-dessus. On sent bien que c'est quelque chose en plein débat sur la laïcité. On a absolument besoin d'être au clair sur le fait religieux. On a besoin de regarder, non pas d'enseigner les religions, mais d'apprendre à ouvrir l'œil et à ouvrir aussi, à percevoir que nous disent, comme le disait Camille, quel est le lien que l'homme a finalement avec le fait religieux. Merci beaucoup Isabelle. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Ça permettrait, je pense, à l'heure actuelle, aux êtres humains en général, vu les conflits, les tensions qu'il y a à l'heure actuelle, de beaucoup plus se tolérer s'ils apprenaient un peu plus à s'ouvrir sur la croyance de l'autre. Alors, entre parenthèses, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, on a entendu 2 auditeurs tout à l'heure, donc... Ils sont moins 2. Nous avons à cœur d'entrer en débat avec toutes les pédagogies, avec tous les acteurs du système éducatif, avec tous les gens intéressés sur cette question. Et on va faire un colloque au mois de septembre, le 18 septembre 2004, à la Cité universitaire, à la Maison du Brésil, à la Cité universitaire à Paris, sur cette question, justement, ouverture, humanisme, pluralisme, sur cette question d'une laïcité moderne, de l'enseignement du fait religieux et de la place de l'art à l'école. Et donc, voilà, là j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de venir. Là, ça sera une journée entière où on essaiera tous les gens qui seront là, et on voudrait ouvrir très très largement le débat et faire une sorte de plateforme du pluralisme pour faire entendre toutes ces voix finalement. Il y a quelque chose à faire sur cette question d'une sorte de laïcité, une laïcité moderne revue et retravaillée. Voilà. J'ai le sentiment, moi, qu'à l'heure actuelle, l'art est en train de disparaître de l'enseignement classique. Oh, ça fait un moment qu'il a disparu. Ah, pour vous, il n'existe plus ? Oh, quasiment plus ? Oh, il existe un petit peu. Il faut dire que Jacques Lang avait quand même fait beaucoup pour que l'art revienne dans l'école. Avec les classes à Pâques, tous les projets d'action concertée, etc. Il y avait vraiment des choses vraiment intéressantes qui étaient voulues là. Là, on est un peu revenu en arrière quand même, dans une école un peu plus classique. Bien qu'il y ait de l'intérêt, mais bon, on sent que le problème, si vous voulez, c'est que pour qu'il y ait une éducation artistique, il faut qu'il y ait des profs qui veuillent bien le faire. Et que, bien évidemment, quand on se lance dans une activité artistique, il ne faut pas trop compter ses heures non plus, parce que une action artistique, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, il y a quelque chose quand même là qui est de l'ordre on ne peut pas complètement compter ses heures quand on travaille comme ça. Bien sûr, il faut rester dans quelque chose de raisonnable. Il ne s'agit pas d'en faire une vocation monacale, mais il faut quand même avoir la possibilité de se dire, tiens, si là je dois rester 2 heures avec les élèves, je reste 2 heures avec les élèves, même si je suis payé qu'une. Ouais, d'accord. En tout cas, vous l'usez, et je ne dis pas en abuser, mais l'art, en tout cas, fait partie intégrante de votre manière de voir l'enseignement. C'est à travers l'expression corporelle, peut-être. Oui. J'ai cru comprendre. Dans quelle mesure l'expression corporelle ? Alors, on pourrait dire que l'art est partie intégrante de la pédagogie Steiner,
dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, où c'est aussi une activité artistique que d'être un professeur, mais l'art, il est aussi sous forme d'expression artistique. Alors, ce soit le rythmie, donc une forme d'art du mouvement qui a été aussi développée par Steiner. Enfin, il n'a pas été développé par Steiner, il a été développé par des personnes qui étaient elles-mêmes danseuses ou dans cette branche-là et qui ont demandé des indications à Steiner pour développer cet art du mouvement. Qui est le rythmie et qui est pratiqué dans toutes les écoles Steiner et qui est aussi pratiqué sous forme artistique. Et donc, alors il y a ça, il y a une énorme pratique de la musique. J'étais hier dans une école à une fête de fin de trimestre au cours de laquelle les élèves montraient beaucoup de choses qu'ils avaient faites dans leur classe et on avait énormément de chants, de classes qui chantaient, mais qui chantaient vraiment. C'était pas juste la cerise sur le gâteau, quoi. C'était vraiment, on sent que ça fait partie intégrante de l'éducation. De même que le fait de, par exemple, dans ces cahiers dessiner, faire passer aussi toutes les matières à travers le dessin, l'expression de la peinture, la sculpture, etc. Tout ça, on fait ça. Et puis des travaux manuels, parce qu'il n'y a pas que l'activité artistique, il y a aussi l'activité artisanale. Donc les enfants travaillent le bois, travaillent le cuivre, travaillent la laine, font du tissage, et filles et garçons. Quelle là, richesse. tout le monde. Ah oui, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup. Les petits enfants, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tricoter. Oui. Voilà. Vous savez que c'est difficile de tricoter, en fait. Et alors c'est très intéressant de voir que des enfants, des petits enfants de 6 ans qui apprennent à tricoter, en fait, quelque part, on voit ils développent une motricité fine, évidemment, ça tombe sous le sens, mais ils développent aussi une faculté de concentration. Un enfant qui a bien tricoté pendant 1 heure est capable d'apprendre plus vite après avoir tricoté. Plutôt, il apprendra plus vite pendant l'heure qui suit, même si on pourrait penser qu'il aurait eu besoin de 2 heures pour faire, par exemple, tel ou tel apprentissage fondamental. Non, le fait d'avoir fait 1 heure de tricot lui permet de faire l'apprentissage en question en 1 heure. Donc il y a une économie aussi d'énergie à travers la valorisation aussi du travail manuel. Mais pas encore une fois, pas le travail manuel pour le travail manuel, mais le travail manuel et artistique imbriqué, intimement tissé, si vous voulez. Il y a la chaîne et la trame, et il y a les deux, et ça fait partie. Les activités cognitives sont absolument sont fondées sur l'activité corporelle et sur l'activité artistique et artisanale. Dans quelle mesure vous faites prendre conscience aux enfants de leur pouvoir de citoyen? Est-ce que vous avez vous abordez le côté civique? Ah oui, bien sûr. Parce que chose encore une matière qui a disparu de l'enseignement public. Ah, elle est revenue là. Ah. Ouais, l'éducation. L'éducation à la citoyenneté a une grande place maintenant dans les programmes, que ce soit à l'école primaire ou au collège, dans les programmes actuels. Il y a un grand, on sent bien que c'est nécessaire de toute façon. Mais dans l'école Steiner, ça a toujours existé. Vous savez, il y a une première manière d'apprendre la citoyenneté, c'est de se dire que quand on achetait un papier par terre, il n'y a pas une femme de ménage qui va le ramasser, mais qu'on doit le ramasser soi-même. Mais c'est très important, hein. Et que si on mange un chewing-gum et que si on le pose sous la table, un jour il va falloir l'enlever. Et ça, et que si on fait un graffiti quelque part, parce que ça arrive dans les écoles Steiner comme partout, sur les tables. Je me suis battue l'année dernière, toute l'année, avec la classe de terminale pour qu'ils nettoient les saletés qu'ils avaient fait sur les tables. Mais je trouve important de le faire aussi. C'est-à-dire que le prof, il soit aussi celui qui regarde les détails. Et que on laisse pas la classe qu'on a reçue en héritage d'une certaine manière pour 1 an, on la laisse pas devenir un champ de ruines. Comme la planète. Comme la planète, exactement. Donc moi je trouve que c'est la première éducation à la citoyenneté. L'autre, c'est les valeurs de tolérance dont on a parlé. C'est reconnaître l'autre dans ses talents et dans ses faiblesses. Et puis cette question alors il y a aussi beaucoup de choses qui sont travaillées soit en groupe. Souvent c'est des projets de classe, par exemple. Une des écoles, celle de Chatou, est affiliée à l'UNESCO. École associée de l'UNESCO, il y a beaucoup de projets humanitaires, bien sûr. Mais d'une manière générale, dans les écoles Steiner par le monde, il y a une grande solidarité avec en gros avec le tiers-monde. Il y a beaucoup de projets humanitaires qui émanent des classes.
et que ce soit des choses faites sur place ou que ce soit même des voyages faits ou carrément des actions entreprises, soit au plan individuel dans des projets individuels, soit au plan de groupe, soit au plan de classe entière. Et il y a même une autre chose, c'est le Waldorf One Day. C'est des écoles qui, dans le monde entier, s'associent pour récolter des fonds pour un projet. Alors, ça peut être l'eau, dans le cadre de l'année de l'eau, par exemple, mais ça peut être aussi faire en sorte que, parce que les écoles Steiner ont essaimé dans les quartiers très pauvres, il y en a dans les favelas au Brésil, à Sao Paulo, il y en a dans les townships à Soweto en Afrique du Sud, il y en a dans des villages, il y a des jardins d'enfants au Sénégal, il y a des choses qui sont en train de se monter, il y en a en Inde, il y en a dans des tas d'endroits comme ça. Et ces écoles, il faut bien qu'elles vivent de quelque chose. Et alors, il y a des écoles de pays dits plus riches, des classes qui se mettent ensemble pour gagner pour ces enfants le droit d'aller à l'école, par exemple. C'est aussi une éducation à la citoyenneté, ça. C'est je peux, moi, petit grain de sable, faire quelque chose dans ce vaste monde. Et d'un point de vue spirituel, comment est-ce que les élèves abordent leur position d'entité, je dirais, individuelle, vis-à-vis de leur responsabilité par rapport, d'une part, à l'autre, celui qui se trouve en face, mais aussi vis-à-vis de peut-être la nature, puis vis-à-vis du macrocosme en général, et puis inversement le microcosme. Est-ce que vous abordez cette position-là ? Pas comme ça directement, parce que là, il s'agit de liberté individuelle. On essaie d'offrir aux élèves la possibilité de savoir que ça existe, qu'on peut avoir des positions responsables, par exemple, que c'est possible. On essaie de poser des questions. On a beaucoup travaillé, par exemple, à un certain moment, au moment où l'épidémie de sida était très à la mode, on va dire, entre guillemets, malheureusement. On a beaucoup travaillé avec des grands élèves sur cette question, c'est quoi les maladies, comment on les aborde, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut se ressentir par rapport à ça, etc., etc. Mais il est bien évident que à votre question, je peux pas répondre d'une manière générale, parce que justement, si on accueille bien chaque enfant comme une personne unique, chaque élève est bien une personne unique. Et il ne s'agit pas de sortir de là formaté et standardisé en ayant tous la même pensée sur la même chose. Ça, pas du tout. Donc, je ne peux pas du tout vous répondre oui, ils sont comme ci, oui, ils sont comme ça. Ce que je peux vous répondre simplement, c'est que on sorte des écoles Steiner d'une manière générale des gens qui sont aptes à se poser des questions. Est-ce qu'ils ont des réponses? C'est une autre question, mais en tout cas, ils se posent des questions. Et puis après, comment chacun trouve ses réponses, ma foi, ça c'est son avenir personnel, c'est son chemin. Et on est heureux de savoir comment ça se passe quand on les rencontre, mais si on le sait pas, c'est plus notre affaire non plus. Donc c'est la leur. D'accord. Pour faire écho à ce que nous disait tout à l'heure Jean-Luc, pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui sont comme moi en disant qu'est-ce que j'ai pas loupé, comment vous envisagez demain l'avenir des écoles Steiner? Vous n'êtes pas nombreux, donc... Non, je vais au ministère mercredi. Ouais. Vous pourrez penser à nous. Mais maintenant plus sérieusement. On nous reproche souvent d'être des écoles privées. Moi, je réponds à chaque fois, mais on est des écoles privées parce qu'on nous force à être des écoles privées. Notre but n'est pas d'être des écoles privées pour enfants de familles qui ont les moyens. D'ailleurs, entre parenthèses, une des choses qui est très importante dans les écoles Steiner, c'est que puissent venir sans distinction de quoi que ce soit, tous les enfants, y compris des enfants dont les parents seraient au RMI. J'en ai eu dans ma classe, donc je peux en témoigner. J'ai même vu des actions de solidarité entre les parents pour ça, pour permettre que l'enfant reste. Donc, mais ceci dit, il n'en reste pas moins que pour être plus abordable, pour aussi que les professeurs puissent vivre mieux, parce que moi je trouve que quand on fait un travail comme ça, on devrait pouvoir vivre à peu près correctement et ne pas se demander tout le temps comment on va finir le mois. Oui, en fait, une nation, un pays dans lequel c'est inscrit dans la Constitution que les parents ont le libre choix de mode d'éducation de leur enfant, un pays comme ça devrait pouvoir ouvrir grand les vannes pour que
une pédagogie comme la pédagogie Steiner, mais il n'y a pas qu'elle, il y a la pédagogie Montessori, il y a De Crowley, il y a tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de pédagogies qui auraient les mêmes besoins que nous. Il faut absolument on va dire que l'éducation nationale, mais c'est quoi l'éducation nationale? C'est qui, hein? En tout cas que cet organisme éducation nationale ouvre ses portes avec confiance, on retire rien à personne, on rajoute. On n'empêche personne de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on demande simplement le droit de pouvoir le faire ce que nous, on pense être juste. On n'oblige personne à venir dans la pédagogie Steiner. Vous avez le sentiment d'avoir certains bâtons dans les roues de la part du ministère de l'Éducation nationale? Non, je veux pas dire ça comme ça. Ça serait pas juste parce que ça serait pas juste pour les personnes avec lesquelles on travaille. Et on travaille, on peut dire, quand même, on a aussi des très bons contacts. Non, c'est d'une manière. C'est pour ça, quand je dis c'est qui le ministère, il fut en son temps traité de mammouth, mais il faut quand même bien dire que si c'est pas un mammouth, c'est pas loin. Et que c'est des rouages administratifs, technocratiques tellement complexes, syndicalistes aussi tellement complexes, et puis c'est des traditions tout simplement, et il n'y a rien de plus fort qu'une tradition. Une tradition, ça vit, ça perdure, et ça a du plomb dans l'aile. Donc, bon, voilà. Alors, les pays est-ce que la tradition a des fois du plomb dans l'aile au point de vouloir éradiquer certains mouvements qui non, peut-être non. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'on veut qu'on veut nous éradiquer, pas du tout. Mais j'ai surtout le sentiment qu'on a peut-être un petit peu peur de nous faire trop de place. Peut-être aussi parce qu'on a peur si on nous fait trop de place, que d'autres veuillent aussi en avoir trop. Je sais que la question, la fameuse question des écoles musulmanes où on enseignerait une religion un peu, etc., ça pose beaucoup de questions actuellement. Donc je sais pas si c'est lié à ça, je sais pas. Ce que je sais simplement, et ça c'est une observation, c'est que les pays de tradition décentralisée acceptent beaucoup plus facilement toutes sortes de pédagogies, que les pays de tradition, on va dire protestante, quand même à peu près comme c'est le cas en Scandinavie, en Hollande, etc., font la place très facilement aussi à des pédagogies dites alternatives. C'est en effet des alternatives, c'est à plusieurs alternatives. On peut faire ça ou ça. Après l'ouverture du mur de Berlin, donc à partir de, on va dire, en gros 1991-92, on a vu fleurir les écoles Steiner dans tous les ex-pays de l'Est, parce que les ministères des éducations nationales de ces pays-là étaient placés vraiment devant la grande interrogation, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour remplacer les écoles d'obédience socialiste Qu'est-ce qu'on fait pour... Et là, il y a eu une grande ouverture, et donc il y a eu la porte ouverte à toutes sortes de pédagogies, dont la pédagogie Steiner, qui est traitée comme toutes les autres pédagogies. C'est une pédagogie parmi d'autres. Et c'est ce qu'on voudrait. Nous, on voudrait tout simplement avoir le droit de citer comme une pédagogie parmi d'autres et avoir les moyens d'exister pour que les parents puissent avoir une vraie liberté de choix et pas une fausse liberté de choix. D'abord, il n'y a pas de liberté de choix quand on n'a pas d'école à moins de 200 km de chez soi. Ça, c'est une vraie première non-liberté. Et puis, on n'a pas non plus de liberté de choix quand l'école coûte, quand on peut pas se le payer, quoi. Même s'il y a des actions de solidarité, même si, etc. Il y a des gens qui ont du mal avec ça. Il y a des gens qui voudraient bien pouvoir le faire eux-mêmes. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui manque, alors concrètement, de façon à ce que vous puissiez être un peu plus répartis à travers la France, puisqu'on parle des écoles Steiner en France? Écoutez, il manque... Alors, je veux pas rêver, parce que je crois qu'on ne deviendra jamais, comme c'est le cas en République tchèque ou en Russie ou en Roumanie, des composantes de l'éducation nationale de ces pays-là. Ça, on le deviendra jamais. Et puis bon, c'est pas forcément. Mais je crois qu'il faudrait que le statut d'école privée sous contrat, par exemple, soit un statut qui laisse plus d'autonomie aux différentes pédagogies. Il se trouve qu'en France, les écoles privées sous contrat, on croit que c'est que les écoles catholiques, mais c'est pas vrai. Il y a des écoles laïques. Nous, on est une école laïque. Il y a des écoles laïques. Il y a même un regroupement des écoles privées laïques sous contrat. Ça s'appelle l'EPLC. Et il faut que que ces écoles-là, qui sont autres, oui, j'ai cité Montessori, c'est aussi quand même, avec Steiner et Freinet, on va dire en France, c'est les trois grands pédagogues connus. Freinet, ils sont à l'intérieur de l'éducation nationale, donc ça va, mais Montessori et Steiner, on a du mal à exister. Et voilà, qu'on nous fasse de la place, c'est tout, au sein des écoles privées sous contrat, si vous voulez, avec
Oui, avec un dialogue permanent avec les services, avec les inspecteurs généraux, avec tout ça. Parce qu'il vous est refusé ce dialogue Non, il nous est pas refusé. On peut même dire que il est très lent. Il nous est pas refusé. Non, il n'a jamais été refusé. Je peux dire ça, je peux témoigner du fait que ça n'a jamais été refusé. C'est une administration qui est lente et qui ne favorise pas les échanges. Je vais vous dire, c'est aussi le fait que les écoles Steiner, ça c'est une de leurs faiblesses. Je suis bien placée pour le savoir parce que je les connais je les connais toutes en France, mais c'est pas de leur faute. N'empêche qu'elles ont tellement de difficultés à vivre en interne, elles ont tellement de difficultés à gérer leur propre travail et leur propre quotidien, que quelquefois, une fois qu'elles ont fait leur travail de gestion, et qu'elles ont fait le mieux possible leur travail avec les élèves, qu'elles ont travaillé aussi avec les parents, etc., il reste plus grand-chose comme énergie pour aller se battre pour exister. D'où l'intérêt d'avoir une fédération. Et c'est pour ça qu'on a une fédération des écoles qui fait, on pourrait dire, ce qui reste. C'est-à-dire, on n'est plus en train de faire directement le travail pédagogique, même si les personnes qui travaillent à la fédération sont toutes des pédagogues. C'est-à-dire que c'est pas des administratifs. On travaille à partir de ce qu'on connaît comme du quotidien d'un pédagogue, c'est d'un professeur, d'un enseignant, c'est avec la matière qu'on connaît qu'on travaille. Mais on travaille quand même pour que les autres écoles, pour que les écoles dans leur ensemble puissent avoir accès à toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que ce dialogue-là, pour le mener, il faut avoir un peu de temps quand même, un peu d'énergie, et puis donc voilà, à quoi sert une fédération Mais je trouve qu'on ne peut pas dire que le dialogue nous soit refusé. Vous avez un numéro de téléphone, une adresse Ah oui. Alors la fédération des écoles, je vais vous donner plusieurs choses. La fédération des écoles Steiner en France, c'est au 13 rue Gassendi, Paris 14e. Numéro de téléphone 01 43 24 01 43 22 24 51. 01 43 22 24 51. Il y a une adresse email qui est un petit peu compliquée, mais je vais la donner quand même. C'est fédération.steiner, Steiner, Waldorf, WALDORF, arrobase, et de nouveau Steiner Waldorf, steiner-waldorf.org. Voilà. On aura l'occasion de toute façon de répéter. Je me demande si je me suis pas trompée d'ailleurs, parce qu'il est tard et je crois que je vais recommencer parce que j'ai l'impression que je me suis trompée. Oui, c'est ça, c'est pas ça. Je recommence. C'est fédération, tout simplement, sans accent, @steiner-waldorf.org. C'est plus simple que ce que j'ai dit. Excusez-moi. Et puis peut-être aussi, si vous voulez, le numéro de téléphone de l'Institut Rudolf Steiner, au cas où il y a des gens qui auraient envie de voir ce que c'est que la formation à la pédagogie. Je donne juste le numéro de téléphone 01 39 52 58 19. Et l'Institut Rudolf Steiner se trouve à Chatou, 5 avenue Georges Clemenceau, donc dans les Yvelines. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, enfin le ministère de l'Éducation nationale, s'intéresse sur la pédagogie des écoles Steiner, j'ai du mal moi aussi, s'intéresse à la pédagogie des écoles Steiner de façon à pouvoir les retranscrire ou s'en servir dans le circuit classique? Mais je ne veux pas parler à leur place, il faudrait leur demander à eux. Ce que je sais, c'est que une des choses qui est faite au niveau européen, puisqu'il y a un conseil européen des écoles Steiner aussi qui travaille pas mal au niveau européen, c'est essayer de montrer que, certes, le concept d'école Steiner-Waldorf existe en soi, mais il y a aussi des choses qui, dans l'école Steiner, peuvent être transmissibles ou faites aussi dans le sein d'une autre pédagogie. C'est quand même avant tout un geste pédagogique du professeur, la pédagogie Steiner. Mais il faut dire quand même qu'il y a une chose qui est très importante, c'est le fait que les professeurs travaillent ensemble. Dans la transversalité pour les matières, mais aussi simplement dans les regards qu'ils posent. Ils travaillent d'ailleurs ensemble et quelquefois même avec un médecin. Peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Donc, oui, moi je pense de toute façon que tous les ministères de l'éducation, d'ailleurs l'étude PISA et les gens qui travaillent à l'OCDE avec les ministères et les ministres, je pense que tous les ministères sont intéressés, pas seulement par la pédagogie Steiner, mais par toutes les pédagogies dites différentes. Parce qu'ils savent aussi tous très bien que la pédagogie aussi, entre guillemets, classique,
Sclérosé. Oui, et puis quelque part va un peu dans le mur pour certains aspects, pas pour tout bien sûr, mais ce qui explique notamment les réformes entre guillemets qui sont proposées. Est-ce que vous comprenez à l'heure actuelle le parti pris des professeurs par rapport aux différentes réformes qu'on leur propose à chaque fois? Bah oui, alors il faut dire que moi je suis d'un naturel plutôt à pas accepter comme ça les choses qu'on me propose directement, mais quand même, moi j'ai été choquée l'année dernière par les grèves des professeurs. Je me souviens plus très bien pourquoi ils faisaient grève d'ailleurs, mais je sais que j'étais pas d'accord avec eux. Parce que c'était sur des réformes qui, moi, me semblaient justement sur la décentralisation. Alors, c'est sûr qu'ils avaient raison sur plein de points de vue. C'est-à-dire que si la décentralisation, ça consistait à retirer aux pauvres pour donner aux riches, ça, c'est sûr que c'était pas bon. Mais l'idée de décentralisation en soi et l'idée d'autonomie des établissements, c'est une idée, je trouve, très riche, à condition d'avoir le souci social que ça se passe bien. D'accord, qu'elle soit pas sous l'influence de lobbies. Ben bien sûr. D'accord. Il s'agit pas de privatiser l'école pour en faire l'otage des grandes industries, bien évidemment. Ça c'est. Par contre, si l'argent qui est, enfin les sommes considérables qui sont gagnées par les grandes industries, les grandes entreprises, etc., pouvaient aller de manière absolument libre vers l'éducation, moi je trouverais ça très bien. Mais attention, libre, ça veut dire sans contrepartie. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Pour les hommes, est-ce que alors peut-être que vous avez découvert l'éducation vue par la méthode Steiner. Je ne sais pas dans quelle mesure Alain Fréby, notre médecin, vous avez abordé peut-être un regard nouveau, vous avez découvert ou vous connaissiez déjà la méthode Steiner vis-à-vis de l'éducation? Oui, tout à fait. J'ai le bonheur d'écouter Isabelle toujours et encore et de travailler avec elle au sein de l'école. D'accord. D'avoir commencé justement un travail important, c'était à partir de propositions de Rudolf Steiner aussi. Cette coopération en fait entre le médecin et le pédagogue. Et on pourrait dire aussi sur une sorte de triangle qui peut aider l'enfant et qui est constitué du parent, enfin des parents, du professeur et du médecin. Et on a vu à travers c'est vrai, on se lasse pas de l'écouter, hein, c'est magnifique. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un bonheur, et tout en connaissant la chose aussi, c'est vraiment superbe. En plus, ça vient des tripes, quoi. Hein, du cœur, le cœur qui parle. Ouais, c'est du vécu. Ouais. Et du coup, vous voyez, sans voix. Je suis un peu sans voix, oui. Donc, on connaît bien ça, et vous avez dû remarquer aussi, vous avez pu remarquer peut-être en quoi justement ça peut aussi énormément intéresser le médecin, cette pédagogie, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui guérit. Et vraiment, véritablement, la pédagogie Rudolf Steiner contient dans sa stratégie même et qui est basée sur la connaissance de la nature humaine, contient justement les éléments qui vont permettre on pourrait dire, de guérir l'enfant des divers drames qu'il a pu ou qu'il va traverser finalement au cours de son existence. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et on a vu, Isabelle a évoqué par exemple quelques cas limites, ou au moins borderline, je pense des enfants hyperkinétiques. Et on a eu l'occasion ensemble d'ailleurs de réussir des choses assez magnifiques, justement sur des enfants qui auraient été partout déscolarisés, se seraient retrouvés dans un espace de rien, puisqu'il n'y a pas vraiment de structure existante en France. Et justement, ces enfants-là, on en voit de plus en plus maintenant. Et on a eu l'occasion ainsi de réussir des choses superbes avec les parents, justement, en enseignant les parents, en quelque sorte, sur quel était le drame de leur enfant. Enfin, c'est peut-être exagéré de dire drame, mais en tout cas la difficulté de leur enfant à ce moment-là. Et de pouvoir trouver autant la stratégie pédagogique que l'aide parentale, on pourrait dire la stratégie pédagogique du parent à la maison, et que éventuellement une aide médicale où là peuvent intervenir tous les classiques aussi de la médecine, c'est y compris les psychothérapies ou des choses comme ça, quoi. Mais à chaque fois ça a été
Et je voudrais pas trahir les belles paroles d'Isabelle, parce que je trouve que c'est magnifique de rester sur cette dynamique-là, mais on a senti quand même qu'il y avait beaucoup d'éléments d'ordre social qui passaient, d'ordre justement relatif à la nature humaine. Voilà, c'est un peu sous tous ces angles-là qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble. Donc ça n'est pas inconnu et c'est vraiment un grand bonheur de travailler avec vous. On va avoir l'occasion de réintervenir dessus de toute façon, puisque vous êtes le dernier élément de la chaîne. Avant, je vais vous proposer de faire une pause musicale, mais encore avant, je vais demander l'avis d'Elio Pettinaroli concernant ce qu'a pu dire Isabelle ici présente. Comment est-ce que vous avez envisagé la chose, vous, de votre regard? Connaissiez-vous la manière dont l'éducation est envisagée à travers l'école Steiner? D'après les textes de Rudolf Steiner, mais je ne connaissais pas directement la vie dans les écoles, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Isabelle a merveilleusement présenté tout le sujet. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Simplement, dans le fait, on peut ajouter une chose, la suivante, vous voyez, on arrive toujours à tourner sur les mêmes axes de base, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose en l'état et on essaye de le faire grandir selon leur propre nature. C'est-à-dire, là aussi, on peut le faire dans tous les domaines. Et ça avec les enfants, c'est absolument primordial. Et aujourd'hui, parce que le futur, ce sont les enfants, donc il faut construire des enfants là aussi sains à l'intérieur. D'ailleurs, tout ça va totalement dans les axes qui sont, et les exigences qui sont celles de notre époque, que Steiner dit aussi, c'est-à-dire que c'est l'entente sociale entre les hommes, et c'est grâce à cette école, grâce à cette façon d'aborder les liens entre les différents enfants, qu'on peut créer des liens justes et créer, disons, une entente sociale qui on a vraiment besoin. Ce qui veut dire pour moi que, disons, l'enseignement de Rudolf Steiner, c'est résolument actuel. C'est tout à fait nécessaire pour bien résoudre les problèmes sociaux qui existent aujourd'hui en France. Voilà. Nous avons une auditrice, une femme. Bonsoir. Bon, je m'appelle Christine. Bonsoir Christine. Je vous appelle maintenant parce que je vous écoute depuis minuit à peu près. Et c'est un bonheur d'entendre ce que disent vos invités, parce que ça nous parle complètement. Et moi, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent la même chose et qui aimeraient que leurs enfants vivent exactement ce que vivent les enfants dans ces écoles, quoi. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, j'ai une petite fille qui est au CP. Et comme cette école m'intéresse beaucoup, pour vous dire à quel point je suis très motivée, je serais prêt à déménager pour être près d'une école Steiner. Je voudrais savoir, je sais que vous avez donné le numéro de téléphone pour les renseignements, donc c'est noté. Et ce que je voudrais savoir un petit peu plus, c'est comment se déroule une journée à l'école, quoi. Enfin, je veux dire, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure? Est-ce que les parents régulièrement participent à l'école ou alors est-ce que c'est comme dans le classique, c'est-à-dire on dépose l'enfant, on vient le rechercher en fin d'après-midi et puis on a contact avec les enseignants que vraiment quand il y a un problème. Voilà, en gros. Bonsoir. Oui, donc d'abord, il faut dire que je peux pas vous dire à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, parce que toutes les écoles sont différentes. En gros, on va dire ça, c'est entre 8 et 9 et ça finit entre 4 et 5, quoi. D'accord. Mais ça, c'est bon. Et on dépose en effet son enfant le matin et on le reprend le soir. Ça, c'est vrai aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que les parents sont voilà, quoi. Mais la grande différence, c'est que en fait, il y a plein de façons de déposer son enfant et de venir le rechercher.
On peut le déposer et puis ne plus et ne pas s'investir et venir le rechercher et effectivement ne pas avoir de contact avec l'enseignant. Mais on peut aussi faire cet acte de confiance de déposer son enfant le matin à l'école parce que l'école c'est l'école et de venir le rechercher pour le ramener à la maison. Mais de trouver des moments pour travailler avec les professeurs et il y en a dans les écoles Steiner énormément. C'est vrai que j'ai peu parlé des parents. Il y aurait encore plein de choses, on pourrait parler encore de beaucoup de choses, mais le travail merci de votre question parce qu'elle est très importante, le travail entre professeurs, le trépied on va dire, élèves, professeurs, parents, ce triangle-là il est extrêmement important, il est essentiel. Alain Frébille a un tout petit peu dit en parlant aussi de comment un médecin pouvait à un certain moment intervenir. Mais il est bien évident qu'on travaille avec les parents, pas seulement quand il y a un problème, on travaille avec les parents tout court. C'est-à-dire que d'abord on rencontre souvent les parents et on les rencontre pas en cas de problème, on les rencontre parce que c'est important de croiser les regards sur un enfant et que c'est d'autant plus important que le parent soit investi dans son domaine qui est celui de la maison et le professeur dans celui qui est le sien qui est l'école. C'est d'autant plus important d'y être investi entièrement parce que c'est dans l'information ou dans la perception qu'on peut avoir du domaine de l'autre qu'on enrichit son regard sur l'enfant. Et donc, le travail entre parents et professeurs dans l'école Steiner, il est absolument essentiel. Il se fait lors de réunions individuelles et aussi en réunion de groupe. Et puis, il se fait parce que les écoles sont toutes des associations loi 1901. Et que les parents sont actifs aussi dans la gestion de l'école, dans l'administration éventuellement. Donc il y a énormément de lieux en fait où les parents sont actifs et où professeurs et parents travaillent ensemble, notamment dans l'organisation de fêtes. Par exemple, il y a des moments aussi qui sont vraiment faits pour ça, où les professeurs et les parents se retrouvent ensemble autour des enfants. Mais on va dire quand même que d'une manière générale, ça fait aussi partie vraiment de la vie dans une école. Parents et enfants ont chacun leur domaine privilégié et on essaye aussi de l'enrichir mutuellement, mais pas forcément d'empiéter les uns sur les autres. C'est-à-dire le professeur va pas aller à la maison pour dire qu'il faut coucher l'enfant comme ci ou lui mettre des pantoufles comme ça. Et mais par contre, il pourra poser la question, tiens, comment vous faites, etc. Et le parent lui dira ce qu'il voudra. Et puis et c'est aussi dans une relation de confiance que ces choses-là se parleront. Mais il n'y a pas d'intervention, on va dire, du parent sur le domaine pédagogique ou du professeur sur le domaine familial s'il n'y a pas consensus dessus. D'accord.